Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous parle depuis Barcelone et le sujet en fait qui va nous occuper aujourd'hui durant ce podcast c'est le droit. Est-ce que le droit se traduit? C'est une question qui est souvent posée. J'ai tendance à y répondre non et de manière plus fréquente que oui et je vais vous expliquer pourquoi et les deux cas, le cas du non et le cas du oui. Alors, le cas du non, il s'illustre en fait en Algérie. En Algérie, on a la chance en fait d'avoir une législation qui est nativement bilingue. Vous avez la version française et la version arabe. Les deux sont l'une et l'autre, indépendamment l'une de l'autre, des versions officielles. Ce qui veut dire qu'en fait, elles ne sont pas considérées l'une et l'autre comme des traductions l'une de l'autre. Quand bien même, à la base, évidemment, il y en a une qui a été rédigée avant l'autre. Mais ça, peu importe. En traduction, en fait, c'est une erreur grave et de débutant, en fait, de traduire, en fait, ce qu'on dirait l'intraduisible. C'est quelque chose qui est fréquent et qui se corrige assez simplement en fait. Tout simplement, il suffit d'acquérir des réflexes de recherche et de se dire en fait que quoi qu'on traduise, est-ce que ça a déjà été traduit avant? Est-ce que ça a déjà été publié? Si oui, est-ce qu'il y a une version officielle? Et s'il y a une version officielle, en fait, il faut la reprendre mot à mot, ne pas y déroger, ne pas y agiter de virgule, ne pas y changer un mot pour un autre, un synonyme qu'on trouve mieux, quand bien même on a raison, c'est pas le débat. Le débat, c'est simplement en fait qu'il y a une version officielle et qu'il faut s'y tenir. Voilà. Alors, pourquoi on a eu cette idée en fait d'aborder cette thématique? Tout simplement parce qu'on a été fréquemment confronté lorsqu'on soumettait des traducteurs en fait à des tests et des traducteurs assermentés ou freelance, peu importe. En fait, tout simplement, qu'en fait, ils réinventaient la poudre, ils retraduisaient ce qui n'avait pas à être traduit. Je vais vous donner un exemple très très concret, le code de commerce algérien. Nous avons souvent été amenés à traduire des statuts. Les statuts sont rédigés par des professionnels du droit, donc en l'occurrence des avocats ou des notaires, qui reprennent parfois intégralement un article en fait du code de commerce. Donc, lorsque vous êtes confronté à la traduction de ce document, qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, il faut se rappeler du contexte. En Algérie, un document qui est rédigé en français n'a pas de valeur juridique. Il est important, enfin il est fondamental et impératif en fait de faire traduire ce document en arabe et de le faire assermenter. Donc c'est là toute la vocation des traducteurs assermentés. Qui dit assermenté ne dit pas forcément respect de ces règles-là et c'est aussi la raison pour laquelle on les aborde pour diffuser les bonnes pratiques. Alors, lorsqu'on se retrouve confronté à ce type de document, pour qu'il soit valable en justice et surtout pour qu'on puisse pas nous opposer de quelconques erreurs, nous ce qu'on a fait, c'est qu'en fait on a téléchargé tout bêtement le code de commerce en français sur le site du ministère dédié, on a téléchargé le PDF de la version en arabe et on a fait ce qu'on appelle un alignement. Qu'est-ce que c'est un alignement? L'alignement en fait nécessite des outils de professionnels, donc on appelle les CAT Tools, Computer Assisted Tools, ou en français de TAO, traduction assistée par ordinateur. Et en fait, on a pris le document qu'on a converti en Word et on l'a nettoyé des tabulations qui étaient rendues superflues par la conversion, les doubles espaces, ce genre de choses. La même opération pour le texte arabe et on l'a introduit dans notre petite moulinette qui est notre outil SDL Studio, mais que d'autres outils font aussi, tels que MemoQ ou d'autres. Et on a dit en fait que la phrase A du document A en français était équivalente à la phrase A du document B en arabe. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a associé les segments et on a fait ça en fait pour tout le code de commerce et on a fait ça également pour l'intégralité des 15 codes que constitue la législation algérienne. On l'a fait très récemment par exemple pour la loi de finances qui est sortie. Donc la loi de finances est sortie en français, elle est sortie en arabe et on l'a alignée. Qu'est-ce que ça nous permet de faire concrètement? La prochaine fois qu'on a des statuts, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on aura notre document et on aura en fait une mémoire de traduction qu'on aura intitulée Code de commerce, qui va contenir en fait toutes les phrases issues de l'alignement du code de commerce et on va pré-traduire le document. Et donc en pré-traduisant le document, on aura ce fameux article, je dis n'importe quoi, l'article 53 qui est repris, et on va le reprendre et il sera traduit mot à mot. Donc il n'y aura rien en plus, pas de virgule, pas de mots, rien qui change et c'est comme ça que ça doit être. Ça ne doit pas être traduit.
Supposons que, par exemple, l'article en question induise un pluriel là où dans la version officielle il y avait un singulier. Le logiciel aura l'intelligence de vous dire attention, là, ce mot il est différent. Et dans ce cas précis, on pourra effectivement adapter le singulier au pluriel puisque ça correspond plus à la version 100% officielle. Donc ça, c'est extrêmement important. Vous avez ce type de richesse en fait dans les pays qui ont une législation bilingue. C'est le cas du Canada, c'est le cas de la Suisse. Et ils ont chacun en fait des versions officielles publiées. Malheureusement, c'est pas le cas de la majorité des juridictions qui fonctionnent de manière unilingue, comme la France, le Royaume-Uni ou d'autres pays. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce que dans ces cas-là, le droit se traduit? Alors, c'est toujours oui et non. Il se traduit oui mais. Alors, je vais vous donner des exemples très concrets. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je traduis beaucoup de finances puisque je traduis pour des fonds d'investissement et les fonds d'investissement en fait renvoient en fait à des réalités juridiques de différentes juridictions pour des raisons fiscales, législatives et ce genre de choses. Donc, c'est extrêmement important d'être précis. On va avoir une phrase en anglais qui sera a SICAV is a limited liability company. Est-ce qu'on va traduire ça par une SICAV est une société à responsabilité limitée? Oui ou non? Oui, mais non. Alors, qu'est-ce que le lecteur va comprendre? Le lecteur va comprendre que c'est une SICAV qui est une société à responsabilité limitée de droit français, ce qui n'est pas du tout le cas. Là, en l'occurrence, c'est écrit en plus en anglais. Donc, en fait, on ne transpose pas simplement les termes d'une langue à une autre. Là, ce que ça veut dire, c'est que c'est en fait... ça renvoie en fait à la juridiction en l'espèce irlandaise. Alors, comment on va traduire? Deux manières. Alors, je vais vous donner la mienne et je vais vous partager celle d'une collègue. Alors, moi... Comment je fais pour ça? C'est que je vais dire une SICAV est une société à responsabilité limitée de type Limited Liability Company de droit irlandais. Là, je précise trois choses. Je donne une indication au lecteur de son équivalent linguistique en français. Je reprends le terme précis en anglais. Et je précise en fait la juridiction à laquelle ça fait référence. Donc ça, c'est extrêmement important. Faute de quoi, en fait, on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas à quel droit ça renvoie. Une autre astuce que m'a donnée mon ami Frédéric, qui est avocate de profession et de formation, également traductrice et enseignante de traduction à l'ISIT, qui a été traductrice à la Cour de justice de l'Union européenne pendant plusieurs années. Elle, ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'en fait, elle faisait un renvoi dans la marge ou un renvoi en bas de page. Alors, je pense que c'est très pertinent selon les documents, si c'est pour un ouvrage de droit, mais je pense que ça l'est beaucoup moins si c'est pour un document qui est destiné à un public de néophytes, en l'occurrence des investisseurs. Le but, en fait, des dernières directives en matière de transparence et de reporting financier est de rendre les documents plus transparents et plus intelligible du lecteur. Donc je suis pas convaincue qu'un renvoi en bas de page, en fait, là, le lecteur fasse l'effort. Donc là, j'opte moi pour une version plus longue, mais qui me paraît plus sûre. Alors ça, c'est l'un des exemples, et ça vaut pour toutes les langues, hein, cette manière de faire. Un autre exemple d'un terme un peu plus connu, qui est le trust en anglais. Le trust renvoie à une réalité juridique common law britannique, tandis que son équivalent linguistique en français est la fiducie. La fiducie, c'est un concept de civiliste qui renvoie en fait à un droit civil. Et donc, la fiducie, en fait, a des droits, confère des droits qui ont trait à l'usus, fructus, abusus, tandis que le trust, concept anglo-saxon, renvoie à des droits legal ownership, une propriété juridique, et des beneficial ownership, une propriété économique. Et donc, vous voyez, on ne parle pas du tout des mêmes conséquences et des mêmes implications juridiques. Donc là, l'exemple, il est le même en fait. Comment on va traduire? On va dire une fiducie de type trust de droit britannique, si c'est pour le droit britannique. On a un autre exemple pour les financiers où on parle de REIT, R-E-I-T, Real Estate Investment Trust. Et là, dans ce cas-là, on va dire des fiducies de placement immobilier de type REIT,
ou Real Estate Investment Trust de droit américain, parce que là, ça renvoie à un concept purement américain. Donc, récapitulons. Ce qui est extrêmement important, c'est de savoir en fait de quoi on parle, où on en parle et à quelle juridiction ça fait référence. Donc, le droit ne se traduit qu'avec parcimonie, et c'est le sens de ce podcast.